Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, l'empereur retrouvé. Je vous rappelle que les cartes du tarot retrouvé, ce sont des reconstitutions du tout premier tarot de type Marseille et c'est un tarot qui a été créé sous l'influence du néoplatonisme et de l'hermétisme lors de la Renaissance italienne. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, allez sur ma chaîne YouTube, allez sur ma playlist gratuite du tarot retrouvé. Vous allez voir que j'ai mis plusieurs heures de conférences à expliquer l'historique du tarot, ses origines et ses influences. Mais dans cette série, je vous présente un des éléments les plus intéressants qui se cachent derrière chacune des cartes du tarot retrouvé pour vraiment saisir l'essence, la philosophie qu'il y avait à l'intérieur des cartes. Et aujourd'hui, on va aller voir cet empereur et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de liens lors de la Renaissance. Il y a beaucoup de métissage qui se fait entre les anciennes philosophies grecques et l'hermétisme et la chrétienté de l'époque. Et donc, chez les philosophes grecs, nécessairement, il y aura cet intérêt pour Pythagore, pour l'école de Pythagore, pour la philosophie de Pythagore. Et quand on est dans Pythagore, bien, en quelque part, on est dans une forme de numérologie sacrée, parce que pour l'école de Pythagore, les nombres ne sont pas que des sigles, des symboles qui servent à marquer quelque chose, mais les nombres, ils ont une existence. D'ailleurs, il les visualise surtout sous forme de points. On va le voir ensemble là, durant la vidéo. On va dire, à cette époque, on va dire dans cette philosophie pythagoricienne, on va dire que le 4, le nombre de l'empereur, le 4, il représente la nature du solide et qu'il représente la profondeur du monde réel. On va même aller jusqu'à dire que les trois nombres qui l'ont précédé, le 1, le 2 et le 3, ce sont des nombres qui étaient purement virtuels et que c'est uniquement quand on arrive au 4 qu'on est dans le monde solide, qu'on est dans le monde réel, qu'on est en quelque part dans la nature et la profondeur de la réalité. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les trois premiers nombres étaient virtuels et pourquoi est-ce que le quatrième nombre aurait cette nature du réel et du solide? Bien, pour ça, je vais vous faire un dessin. Et là, je vous préviens, je ne suis pas le meilleur dessinateur au monde. On pourrait peut-être même avoir peur jusqu'à un certain point de qu'est-ce qui pourrait se produire. Euh, je vais faire du mieux possible avec le tableau virtuel que je fais apparaître à l'écran. Alors, je vous disais que chez les Grecs, plus particulièrement dans l'école pythagoricienne, on ne voit pas les nombres comme un simple sigle, mais on les voit comme quelque chose de réel. Et ils avaient tendance d'ailleurs à compter avec les points, c'est-à-dire que 1, ben, c'est un caillou, c'est un point. Et 2, ben, c'est deux cailloux, c'est deux points. Et 3, c'est trois cailloux, c'est trois points. Donc, vous voyez, il y a une notion d'unité et de rassemblement d'unité dans ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait dans Pythagore au niveau du premier point, du premier caillou? Un, c'est le nombre un, c'est un seul caillou, c'est un seul point. Mais vous voyez que si je dessine un seul point à mon écran, je suis dans une situation où on ne sait pas ce qui peut se produire. En fait, avec le 1, tout est possible. Est-ce qu'il va grandir? Est-ce qu'il va devenir plus petit? Quel est l'espace autour de ce point? C'est l'univers en entier. Donc, le 1 avait cette idée qu'il existe, qu'il rayonne et qu'il est le départ et le démarrage de tous les possibles. C'est intéressant parce que souvenez-vous que la carte numéro 1 était celle du battleur et le battleur représente le potentiel et le démarrage de toute chose. Et là, on voit qu'avec un seul point, un seul caillou et un univers entier autour, ben, c'est effectivement le point de départ de tout ce qui peut arriver après. Lorsqu'on ajoute le deuxième caillou, lorsqu'on ajoute le deuxième point, eh bien, chez Pythagore, ce qu'on se disait, c'est que lorsqu'il y a deux points, les deux se regardent.
les deux peuvent s'observer. Tout d'un coup, le point, le caillou voit un autre caillou et l'autre caillou voit le premier. Il y a cette idée de la comparaison et à cause de ça, on parlait de thèse et d'antithèse. On parlait de moi et de non-moi. On voyait beaucoup le deux dans cette idée de contraire. C'était la thèse et l'antithèse. C'était parce que je suis moi, mais que tout d'un coup, j'observe quelqu'un qui n'est pas moi, eh bien là, je vois les différences, je compare les différences. Et c'est intéressant parce que quand on regarde le tarot, quelle est la deuxième carte? Quelle est la carte qui porte le chiffre 2? C'est celle de la papesse. Avez-vous remarqué que sur le battleur, il y a un homme debout et que dans la papesse, il y a une femme assise? Des inverses, des contraires, parce que c'est cette idée du 2 qui, dans l'école pythagoricienne, a la thèse et l'antithèse. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant si je suis assis? Est-ce que si j'ai été assis toute ma vie et que tout le monde qui m'entoure sont toujours assis, est-ce que j'ai conscience d'être assis? Pas du tout. Pensez-y une seconde, si vous aviez vécu dans un univers, dans un monde où il n'y avait jamais d'obscurité, où il faisait toujours soleil, vous n'auriez pas vraiment pris conscience de la lumière parce qu'elle aurait juste toujours été là. Mais le jour où vous voyez le contraire de la lumière, le jour où vous voyez la nuit, le jour où vous voyez l'obscurité, tout d'un coup, vous prenez conscience d'être dans la lumière. Vous dites, ah, mais j'étais dans la lumière parce qu'on a besoin du contraire. L'être humain a besoin de voir le contraire pour prendre conscience de quelque chose. Et c'est pour ça que chez les pythagoriciens, ce qu'on pensait, c'est que lorsqu'on ajoute le troisième caillou, le troisième point, vient d'apparaître le concept, vient d'apparaître la réalisation mentale, la conscience mentale de quelque chose. Disons que le premier caillou, le premier point, c'était la lumière, que le deuxième point, c'était l'obscurité, puisque c'était l'inverse, et tout d'un coup, le troisième point, c'est oh, je viens de prendre conscience de ce qu'est la lumière, je viens de prendre conscience de ce qu'est l'obscurité. C'est donc la prise de conscience mentale, intellectuelle, du cerveau et de l'esprit humain qui vient de comprendre quelque chose parce qu'il compare des contraires. Puis encore une fois, très intéressant, pensez à la carte numéro 3, la carte de l'impératrice. Si vous révisez les vidéos que j'ai envoyées sur l'impératrice, particulièrement la vidéo sur l'impératrice retrouvée, vous vous souvenez qu'elle représente le concept mental, qu'elle représente l'intellect, qu'elle représente tout ce qui est en quelque part planification intellectuelle et abstraite dans l'esprit d'une personne. Et c'est normal, c'est à cause de ça. Et là, les anciens accordaient une importance ou quelque chose d'assez particulier au 4, parce que lorsque j'ajoute le 4, pour la première fois, quand j'ai eu le 3, pour la première fois, j'avais une forme géométrique. Quand j'avais le 1 ou quand j'avais le 2, je ne pouvais pas vraiment tracer une forme géométrique. À la limite, je pouvais tracer une ligne entre les deux points. Mais je n'avais pas de forme géométrique. Mais là, maintenant que j'ai eu 3, vient d'apparaître un triangle. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le 4? Et c'est là où vous allez voir mes talents en dessin. Ça pourrait être le record absolu du pire dessin fait sur YouTube depuis l'ouverture. On va voir. Ce que j'essaie de faire, c'est une pyramide à base triangulaire. Donc, vous pouvez vous moquer à la maison, c'est correct. J'espère que vous avez l'imagination fertile parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est effectivement une pyramide en 3 dimensions, c'est-à-dire une pyramide dont le 4e point s'élève vers le haut. Plus j'essaie, pire c'est incroyable, j'en ferai pas un 3e parce que ça va être pire. Vous avez compris le principe. Le 4e point, ça devient la pointe de la pyramide. J'ai cette base triangulaire avec un 4e point et qu'est-ce qui arrive? C'est que j'obtiens mon premier volume. J'obtiens mon premier solide. Jusqu'à maintenant, j'avais seulement une forme géométrique qui était dessinée sur une feuille de papier, mais là, j'ai quelque chose qui est en 3 dimensions. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle chez Pythagore, on va dire que le 4,
ben, c'est en quelque part la nature du solide, que c'est en quelque part la profondeur du volume, la profondeur du monde réel. Et c'est intéressant parce que sur un plan aussi philosophique, on est dans cette situation où est-ce que on nous dit qu'en quelque part de notre pensée va naître la réalité. Du 3 de l'impératrice, du 3 qui était le concept mental, va naître le réel, va naître le volume, va naître le solide, va naître le monde et la réalité qui nous entourent. Et c'est une des principales raisons pour laquelle, dans le tarot, la quatrième carte, la carte de l'empereur, eh bien, elle va symboliser la matière. Elle va symboliser tout ce qui se construit, tout ce qui se concrétise, tout ce qui devient tangible, tout ce qu'on va solidifier, tout ce qu'on va mettre en chantier. Et c'est pour ça que lorsque on tire l'empereur dans un tirage de tarot, dans une lecture de tarot, bien, en quelque part, l'empereur va nous montrer qu'on est en train de concrétiser quelque chose. Soit on est en train de bâtir quelque chose à partir de rien, ou on est en train d'utiliser quelque chose d'existant en le réparant, en le solidifiant, en l'améliorant, mais en tous les cas, on est vraiment dans cet acte de bâtir, on est dans cet acte de solidifier, on est dans cet acte d'ériger quelque chose et il y a une forme de chantier avec l'empereur. C'est une carte de travail, c'est une carte où il se passe quelque chose de physique dans le monde physique parce qu'on est en train de réaliser et de concrétiser quelque chose dans le monde physique. Et c'est pour ça à l'écran que vous allez voir, par exemple, des associations symboliques avec le monde du travail, avec le patron, la patronne. Nécessairement, vous comprenez que quand on tire une carte comme l'empereur, c'est un homme qui apparaît sur la carte de l'empereur, mais elle peut symboliser une femme. C'est-à-dire que l'empereur montre l'idée du patron asexué. Alors, homme ou femme, l'empereur représente une forme d'autorité, de figure d'autorité. Et il représente la matière et il va représenter les fondations sur lesquelles on va ériger quelque chose. Et c'est pour ça que si vous faites comme moi, et que vous tirez les cartes à l'envers. Vous savez, je tire les cartes à l'envers parce que je n'ai pas de don de voyance, je n'ai pas de don de médiumnité. Donc, le tarot doit m'indiquer si les choses vont bien ou non dans la vie de la personne. Parce que mon but, quand je fais une lecture de tarot, c'est d'aider quelqu'un. Alors, mon tarot doit me donner un signal pour me dire est-ce que les fondations sont solides ou est-ce que les fondations sont fragiles? Est-ce que la concrétisation se fait bien ou est-ce que la concrétisation se fait mal? Parce que comme ça, je vais pouvoir conseiller le client, je vais pouvoir lui dire, oh, il y a des choses à changer, il y a des choses à corriger. Et c'est pour ça que je tire à l'endroit et à l'envers. Donc, la carte, elle n'est pas l'inverse, elle reste exactement la même, mais elle me montre des obstacles et des problématiques. Alors, vous le voyez à l'écran, si l'empereur a été tiré à l'envers, ben, c'est un message que mon tarot me donne qu'actuellement, mon client, il a de la difficulté à concrétiser ce qu'il veut bâtir. Son chantier, il est mauvais, il est négatif, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien sur le chantier. Sa solidification ou sa réparation, elle n'est pas maîtrisée. Elle ne se fait pas adéquatement. Alors, en quelque part, le travail, le patron, la matière, tout ça est pénible et les fondations sont fragiles. Alors, le but d'une carte à l'envers, c'est toujours de la remettre à l'endroit. Si mon client prend conscience que son chantier est problématique, que ses fondations sont fragiles et que la construction n'est pas adéquate, eh bien, parce qu'il en prend conscience, il peut tout d'un coup changer les choses. Il peut tout d'un coup à travailler à remettre cet empereur à l'endroit et à faire en sorte que les fondations redeviennent solides et que la construction redevienne positive. Alors voilà cet élément de l'empereur. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que j'ai un guide PDF qui est là pour vous aider à apprendre à lire le tarot. J'ai essayé de rassembler 10 trucs qui m'ont beaucoup aidé à mieux comprendre le tarot, à mieux lire le tarot, à le lire plus facilement. Et si vous voulez avoir ce guide, vous n'avez qu'à cliquer au bout de mon doigt ici. Là, il y a un i qui est en train d'apparaître et ça va vous mener à un lien qui va vous permettre de télécharger ce guide. Vous pouvez aussi aller voir dans les commentaires qui sont en dessous ou au-dessus de la vidéo, tout dépendant où est-ce que vous la voyez. Je vais aussi inclure le lien de ce fameux guide PDF gratuit, les 10 trucs pour apprendre à lire plus facilement les cartes du tarot, et donc vous pourrez le télécharger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
On se revoit dans quelques semaines pour le pape, la 5e carte, où est-ce que je vais aller aussi vous montrer une influence hermétique, une influence néoplatonique et la mauvaise nouvelle, c'est que je vais encore dessiner. Ça, c'est horrible. Je crois que c'est la dernière fois. Il y a 22 cartes à voir. Il me semble que c'est la dernière fois dans le pape. Je ne vous promets rien, mais presque. Mais j'aurai encore à dessiner parce que je vais développer un peu plus cette idée des points, cette idée pythagoricienne que les nombres sont aussi des formes et que ça veut dire quelque chose. Alors, bonne journée et à bientôt.